J'appelle maintenant la communication suivante du professeur Blaublaume, thermocoagulation laser interstitielle, application en neurochirurgie pédiatrique, analyse rétrospective de la cohorte de 31 enfants traités à Necker. Et vous faites la suite de la séance précédente avec le professeur Sabine Sinarki qui nous avait parlé de tout le problème de la chirurgie pédiatrique. Bonjour à tous, j'espère que ça marche bien. Mer- Merci beaucoup de l'invitation. Je suis vraiment très honoré d'être présent ici pour vous partager ces résultats préliminaires finalement sur la thermocoagulation laser. Je suis très heureux en plus de partager ce moment avec Michel Lefranc et Bertrand parce que en fait, cette technique nous permet de bien nous entendre entre chirurgiens parce qu'il n'y a pas d'ego en fait autour de l'acte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de meilleur chirurgien parce que la technique est finalement assez simple et ça permet du coup d'avoir une approche très collaborative de la chirurgie qui est assez nouvelle pour nous et enfin, moi j'apprécie ça énormément. Si on devait résumer cette présentation, je me rappellerai quand j'ai commencé mon clinica, ce que me disait mon maître, Monsieur Sainte-Rose, c'est que les progrès de la chirurgie doivent permettre à des mauvais chirurgiens d'avoir les mêmes résultats que les bons. Euh, Quand il m'a dit ça quand j'étais jeune, je l'avais pris personnellement. Mais c'est tout à fait ce que je vais essayer de vous montrer en fait avec cette présentation. Alors j'ai également un conflit d'intérêt avec Medtronic, comme tous. Alors finalement, vous avez tout à fait mis le doigt sur un élément important tout à l'heure, c'est quand on parle de mini-invasif. Je déteste ce terme également, c'est uniquement marketing et ça ne doit pas correspondre finalement au choix d'une technique. Une technique, elle doit marcher et elle doit être sûre, c'est exactement ce que Bertrand Maton montrait. Donc finalement, c'est pour réaliser l'ablation d'une lésion intracérébrale chez l'enfant, j'ai deux questions. C'est pourquoi une approche stéréotaxique? Et finalement, quelles sont les limites aux approches microchirurgicales? On est des chirurgiens avant tout, on est là pour opérer, mais pourquoi est-ce qu'on va finalement utiliser ces techniques stéréotaxiques, complexes, qui vont prendre du temps à l'IRM et coûter finalement un peu plus cher en ce qui concerne l'acte qu'un acte microchirurgical? Alors, j'ai trois raisons pour vous répondre. La première, ça s'appelle les veines. Les veines dans le cerveau, c'est un élément extrêmement important et qui peut vraiment être une limite à l'accès à des structures cérébrales importantes. C'est une vue supérieure du cerveau dans son contexte osseux, dural et veineux. Et vous voyez que pour aller sur la face interne, il y a des grandes veines ici, qui sont les veines corticodurales, qui vont drainer la convexité du cerveau, qui vont se drainer dans le sinus sagittal supérieur. Pour aller profond sur la face interne vers le cingulum, on est obligé de passer en voie interhémisphérique et parfois, on peut être amené à coaguler, sectionner ces éléments veineux. Et comme vous voyez ici, les territoires veineux sont larges en fait. Et ils sont larges et surtout, ils sont imprévisibles. Et la coagulation-section d'une veine de drainage peut donner des très mauvaises surprises sur l'outcome du patient. En ce qui concerne le lobe temporal, la face externe ne pose pas de difficulté, mais la base du lobe temporal et sa face interne, notamment vers la jonction occipitale, vers le gyrus fusiforme, va poser le problème de la confluence veineuse en fait vers le sinus pétreux et sinus transverse, avec exactement la même problématique et la qualité de l'écartement qu'on pourra réaliser en fait avec une technique microchirurgicale conventionnelle pour accéder justement à un environnement qui est hautement fonctionnel. La deuxième raison pour laquelle on doit utiliser ces techniques, ça s'appelle les artères. Les artères, et en fait, c'est pas les artères le problème. Le problème, c'est leurs branches perforantes. Vous avez ici une vue latérale du cerveau d'un hémisphère gauche avec ici le lobe frontal, le lobe temporal, et vous avez une structure qui est au sein de la vallée sylvienne et qui est très écartée ici, on ne peut pas le faire au bloc, qui est le lobe insulaire. Et sur l'insula, quand on agrandit ici, va cheminer l'artère cérébrale moyenne et ses branches de bifurcation qui ne pose pas de problème, encore une fois. Ce qui pose un problème, c'est les perforantes issues des branches de la sylvienne et qui vont aller en profondeur vers les ganglions de la base et vers la capsule interne et vers, par exemple, du côté gauche, le faisceau longitudinal supérieur. Quand vous allez faire des chirurgies de résection dans cette région, il y a un risque de vasospasme qui est quasiment de 10% sur la partie postérieure de l'insula et qui expose à ce que j'appelle moi une roulette russe, c'est-à-dire qu'on va faire une chirurgie qui va bien se passer, et il y a un risque sur 10 que le patient ait eu un vasospasme et un AVC ischémique constitué finalement dans une région profonde, qui peut être le faisceau longitudinal supérieur provoquer une aphasie, ou bien la capsule interne et provoquer une hémiplégie chez le malade. Ce sont des risques inconsidérés par rapport à la balance bénéfice-risque qu'on doit attendre d'un geste chirurgical.
La troisième raison, c'est avec les lésions profondes. J'en vais en illustrer deux. Voilà ce qu'on faisait encore il y a quelques années. Donc un avortement hypothalamique, on en a parlé. C'est un abord interhémisphérique. Ça illustre ce que c'est un abord interhémisphérique. Vous allez voir, on respecte les veines. Alors, c'est des chirurgies très élégantes. On fait un abord interhémisphérique. On va aller chercher le corps calleux qui est ici. Vous voyez, on va zoomer très fort. Ça fait moins de 1 cm, ça, hein. Et puis, on va faire une callosotomie, utiliser un cavitron pour ouvrir le corps calleux et rentrer dans le ventricule latéral. Dans le ventricule latéral, on va identifier le septum pellucidum. On va cavitronner ici, même si on peut le préserver. On va se retrouver juste au-dessus de cette structure qui s'appelle le fornix. Et donc là, on va passer de part et d'autre. Ici, on a choisi de passer de part et d'autre du fornix, mais la voie canonique pour l'abord du troisième ventricule, c'est un abord intertrigonoseptal, c'est-à-dire ici, voilà, on va ouvrir entre les deux fornix. Les fornix, c'est les structures d'encodage de la mémoire, c'est la mémoire antérograde. Léser les fornix, c'est exposer votre patient finalement à ne plus être capable d'acquérir des nouveaux souvenirs. Donc c'est un vrai enjeu, si vous voulez, pour accéder à ces lésions profondes. C'est résumé ici. Dernier point, c'est quand on combine finalement lésions profondes, environnement vasculaire et environnement fonctionnel. C'est l'exemple du mésencéphale que je vous ai mis ici. C'est une vue inférieure du cerveau. Vous avez ici le chiasma optique, le tronc cérébral avec le mésencéphale, le lobe temporal de part et d'autre ici. Et vous voyez le polygone de Willis avec toutes ses branches perforantes pour la région, l'environnement veineux, et puis le tronc cérébral. Ici, vous avez un agrandissement dans son contexte fonctionnel du tronc cérébral où vous aurez finalement le faisceau pyramidal, le locus niger qui vont donc être impliqués dans les mouvements. Vous aurez ici le nerf oculomoteur, le noyau rouge, donc vraiment l'oculomotricité, et puis quelque chose de relativement important qui est la formation réticulée du tronc cérébral, qui est la structure de l'éveil. C'est-à-dire que si vous avez une lésion de la formation réticulée, vous vous réveillez plus. Donc on peut accéder à cette région en microchirurgie et on le fait. C'est un abord ptérional ici. On va passer en voie sous-temporale. Donc, vous soulevez le lobe temporal et vous allez arriver derrière la carotide et derrière la cérébrale postérieure. Vous aurez le nerf oculomoteur, le mésencéphale, et vous allez rentrer dans le tronc. C'est un énorme problème, c'est un énorme enjeu technique auquel on est confronté et qui peut avoir des conséquences fonctionnelles pour le malade qui sont considérables. Donc finalement, réaliser l'ablation d'une lésion intracérébrale par l'IPT, ça doit répondre à ces deux questions qui sont d'être sûr, mais surtout d'être efficace. Il est hors de question d'utiliser une technique qui ne marche pas chez l'enfant et chez l'adulte également. Alors, comment ça se passe? Je vous l'ai illustré ici. Pardon. Rapidement, c'est juste pour le mettre en contexte, pour que vous voyez comment ça se passe. On a gardé les principes de la stéréotaxie. J'utilise moi encore le cadre de stéréotaxie de l'Excel. Tout simplement parce que ça permet de faire une mise en correspondance du système robotique avec des fiduciaires osseux sans rajouter des vis dans le crâne et c'est très rigide comme système. Ça, c'est une illustration de la planification qu'on va faire en préopératoire. Donc, on va se mettre sur une console et on va, vous voyez, contourer la lésion et chercher une trajectoire optimale en sachant que les lésions qu'on fait sont elliptoïdes ou sphériques. C'est ce qu'on vous a montré tout à l'heure. Donc ça, c'est le temps de planning. On va au scanner et puis on va au bloc et on utilise quasiment tous maintenant des systèmes robotiques. L'intérêt quand on le combine avec des fiduciaires osseux, c'est qu'on a une précision inframillimétrique et donc on va vraiment avoir un degré de précision très importante dans la visée. Le geste en lui-même, vraiment très très simple, c'est un geste du niveau interne qui consiste à placer un bras robotique, faire un trou de trépan de 3,2 mm par voie percutanée sans incision et qui va nous permettre de placer une vis de guidage pour avoir après qui fait 3,2 mm de diamètre, dans lequel on va introduire la fibre optique de manière coplanaire, d'une part grâce à la vis de guidage, également grâce au système enfin, robotique dans son ensemble. Donc vous voyez, ça c'est la fibre, donc fibre optique et fibre laser à l'intérieur. Voilà, l'étape suivante, c'est de transporter le malade à l'IRM. Alors nous, on a de la chance qu'on est au même étage, on est à 25 mètres. Néanmoins, c'est compliqué. Il faut passer un patient avec une fibre laser de la table d'intervention sur la table d'IRM, traverser le bloc, aller à l'imagerie, ça implique un circuit sécurisé où on ne croise pas de patient parce que s'il y a un accident, vous voyez que le patient tombe, c'est une catastrophe. Il faut que personne arrive brusquement pour arracher la fibre, il faut qu'on maîtrise le risque anesthésique. Le risque anesthésique étant quelqu'un qui va s'agiter autour du malade et essayer d'arracher la fibre malgré vous. C'est vraiment c'est les moments stressants de la procédure, c'est quand on n'est pas en place. Et puis, par contre, on arrive à l'IRM et donc là, on a la station de planification. On va placer nos régions d'intérêt, où on veut détruire et où on veut contrôler. C'est ce que Michel Lefranc expliquait. On va placer des régions d'intérêt sur des structures profondes où on ne veut pas élever la température, on ne veut pas justement de nécrose secondaire.
Et puis on va visualiser du coup à la fois la température et un modèle prédictif de l'ablation. C'est-à-dire que l'équation température, temps d'exposition permet d'extrapoler le volume d'ablation qu'on va réaliser et du coup de savoir quand on va arrêter la procédure. Et puis à la fin de l'intervention, on va faire une imagerie diagnostique qui nous permet de refaire si on n'a pas fait assez et puis d'être sûr qu'on n'a pas de complications, ce qui est un gain majeur. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu, vous voyez, les enjeux, les bénéfices. Concernant la pédiatrie, il n'y a pas énormément de différence entre la neurochirurgie pédiatrique et la neurochirurgie adulte. La seule contrainte ici, c'est que finalement, pour mettre un cadre de stéréotaxie et puis une vis crânienne, il faut que le crâne soit suffisamment épais et nous, on s'est fixé comme limite 18 mois. C'est compliqué de faire ça, je pense, avant 18 mois avec les mêmes exigences de précision. Je pense qu'on peut le faire avant, mais à condition d'accepter une précision qui ne sera pas celle du millimètre. Alors, sur le plan anesthésique, il y a quelques contraintes chez l'enfant, c'est que les enfants sont beaucoup plus, pardon, on va arrêter cette vidéo, sujets à l'hypothermie. Donc, on va être quand même dans une IRM qui est un environnement refroidi. L'enfant doit absolument être curarisé parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir le moindre mouvement pendant l'acquisition imagerie, sinon il faut tout refaire. Donc, c'est des patients qui sont curarisés avec un monitoring anesthésique pendant procédure qui, avec les séquences diagnostiques, l'ablation et les séquences diagnostiques post-traitement, durent environ 1 heure et demie. Et donc, ça implique une curérisation et la prévention du risque d'hypothermie. Donc, tout ça, c'est quand même relativement lourd. Accessoirement, ça nécessite, en ce qui nous concerne, je sais que ça n'est pas le cas à mien, mais la présence d'un ingénieur technique de Medtronic pour nous assister sur justement la communication entre l'IRM et la station de planification. Donc, c'est relativement lourd en fait comme procédure. Alors pour être efficace, il faut planifier. Je me suis dit que je parlais à des chirurgiens, donc j'avais profité vraiment de ça. On ne peut pas expliquer ça aux neurologues. Les neurologues pensent que tout chirurgien se vaut et que euh, finalement, on peut ne pas regarder les IRM post-opératoires pour analyser les outcomes en épilepsie. Oui, mais oui, mais c'est pourtant le cas. On a quand même publié sur les hémisphérotomies, l'outcome des hémisphérotomies sans regarder si la déconnexion était complète ces dernières années. Donc, Euh, deux types de fibres. Une fibre de 10 mm, une fibre de 3 mm. C'est très important parce qu'il y en a une qui fera des lésions sphériques de à peu près 12 mm, tandis que sur l'autre, vous pouvez aller jusqu'à 25 mm. Ce que disait Michel Lefranc est vraiment exact et c'est lui qui me l'a appris en plus, c'est qu'il vaut mieux cuire à basse température comme les œufs parce que on va avoir le même résultat et puis on va moins abîmer ce qu'il y a autour. Et ça marche bien de faire ça. Donc c'est un compromis finalement entre la température et la durée. Et puis c'est un compromis avec l'environnement immédiat. En fait, je vous ai parlé de l'insula tout à l'heure parce que pour moi, c'était vraiment l'un des enjeux. Et l'insula, en fait, c'est situé le long de la vallée sylvienne. Le liquide cérébrospinal circule dedans avec les vaisseaux sylviens. Et ça, c'est ce qu'on appelle un puits thermique. C'est-à-dire qu'en permanence, la température va s'abaisser latéralement, tandis que médialement, dans les faisceaux de substances blanches, vous allez avoir une propagation thermique qui sera plus importante. Et vous, ce que vous voulez faire, c'est une cortectomie, c'est-à-dire enlever le cortex. Donc, c'est vraiment un compromis de l'environnement, enfin, de l'architecture des gyris cérébraux et de leur environnement vasculaire. Il faut le prendre en compte. Et puis, il y a évidemment la forme, la géométrie de la lésion. Et quand vous allez sur l'insula et que vous voulez faire une résection insulaire complète, ce que l'on a déjà fait, en fait, c'est illusoire de vouloir le faire avec une trajectoire. Les publications américaines où on fait des déconnexions, on va rentrer en antéro-postérieur, se mettre dans le blanc, et puis faire exploser la capsule externe. La morbidité, elle est de 30% quand on fait ça. Si on doit faire une cortectomie insulaire dans le cortex, il faut utiliser 5 fibres, parce qu'il y a 5 gyri dans l'insula, et qu'on ne peut pas excéder les limites anatomiques. Alors voilà ce que ça donne. Je vous ai montré les résultats, c'est les résultats illustratifs. Donc nous, on a un spectre très large dans les indications qu'on a utilisées, mais on s'est contraint sur des lésions profondes, mésiales, non chirurgicales, parce que c'était des fibres qu'on a fait payer par le mécénat. On a une expérience d'oncologie chez à peu près la moitié de notre cohorte, et on a opéré uniquement des gliomes circonscrits de bas grade, ce que Bertrand Maton décrivait, c'est-à-dire les gangliogliomes ou les astrocytomes pilocytiques. Tout le reste sont des lésions malformatives, dysplasie corticale focale, amartome. Et puis, ce qui est intéressant dans la lite, c'est qu'en fait, on peut avoir déjà fait une chirurgie ou un autre traitement. C'est-à-dire qu'on a des patients qui avaient eu de la chimiothérapie prolongée ou d'autres types de chirurgie, c'est-à-dire biopsie stéréotaxique, antécédent de chirurgie incomplète ou exploration intracrânienne de l'EEG par un enregistrement stéréotaxique de l'EEG. Et puis, on peut faire des procédures multiples, et vous voyez, avec 2 ou 3 litres, si on doit, pour atteindre le volume clé, le patient avec trois procédures, c'est une insulte. Alors, en épilepsie, je vous ai rappelé les chiffres que Bertrand Matron vous a montés.
Dans la littérature, on est à 56% finalement de guérison des crises. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut garder les principes de la chirurgie de l'épilepsie. En fait, il faut délimiter la zone d'initiation des crises parce que si on n'a pas une hypothèse claire de l'ablation, en fait, ça ne sert à rien. On n'aura pas de meilleurs résultats. Sur l'insula, ce qui est publié, c'est des petites cohortes pour l'instant. Vous voyez, moins d'une vingtaine de patients. Et sur cette cohorte, en fait, il y en a la moitié qui sont opérés et l'autre qui sont en LIT. Nous, là, on est à 11 patients opérés sur l'insula. Vous voyez qu'on a privilégié des patients qu'on a explorés en intracrânien pour avoir une délimitation très claire de ce que l'on fait dans l'insula. Et ça, c'est une illustration de ce que je vous disais, c'est qu'on ne peut pas euh, faire des lésions extensives sans utiliser du multifibre dans l'insula. Ah, j'ai dépassé. Vous m'offrez 5 minutes? Excusez-moi, hein, je parlais. Euh, mais l'intérêt de cela, c'est que finalement, on a une morbidité qui est nulle sur ces procédures. On a eu comment dire, des déficits transitoires chez deux malades. On a eu un déficit moteur de moins de 48 heures sur une résection insulaire subtotale. Vous voyez ici, il y a quasiment plus d'insula. C'est un patient avec qui on a fait 3 fibres. Vous l'avez ici en axial, hein. C'est quand même relativement impressionnant ce qu'on peut faire sans avoir jamais ouvert la tête de ce malade. Et puis une patiente qui a eu une dysphasie qui a duré une semaine avec un petit œdème sur le faisceau longitudinal. Néanmoins, on n'a aucune lésion radiologique définitive et aucune lésion clinique, si vous voulez, qui soit résiduelle dans le temps, ce qui est un challenge, je trouve, quand on vient sur la partie postéro-supérieure de l'insula. Concernant les amartos, moi, c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai voulu me lancer sur le LIT. On est dans un environnement profond, on est contre les tubercules mammillaires et les faisceaux, enfin les fornix, donc risque mnésique. On est dans l'hypothalamus, donc enjeu endocrinien multiple, concentration du sel, mais également toutes les hormones finalement. Également les centres de la régulation de la satiété, donc obésité possible avec les lésions insulaires. Et finalement, toutes les techniques présentées, on était autour de 80% sur les crises élastiques. Les crises élastiques, c'est les crises de rire, c'est un rire sardonique sans forme de plaisir. On va faire comme ça. C'est un peu invalidant sur le plan social, mais ce qui est le plus invalidant, c'est la multiplicité des crises en fait avec l'encéphalopathie secondaire dans les amartomes. Et là-dessus, l'ensemble des techniques avait des résultats un peu moins impressionnants, mais une morbidité élevée. Et là, on a eu les premiers résultats du barreau aux États-Unis, à Houston et à Phoenix, qui étaient complètement hallucinants, avec 90% de patients guéris sur les crises épileptiques, et une morbidité extrêmement faible, et qui se vérifiait également sur les gros amartomes, en fait, qui sont très souvent cachés dans les cohortes chirurgicales. On cache les mauvais résultats des gros amartomes en disant qu'on a des très bons résultats. Mais là, c'était pour la première fois qu'il y avait vraiment des résultats aussi exceptionnels en termes à la fois d'efficacité et de guérison. Donc moi, j'en ai opéré assez peu, j'en ai opéré que 2, mais c'est vrai que en tout cas, les petits amartomes, c'est extrêmement facile. C'est simple, c'est des suites en termes de morbidité qui sont déconcertantes en termes de suivi endocrinien, mnésique et de modification de l'index de masse corporelle. C'est un peu plus challenging quand vous arrivez sur des lésions de ce volume. J'avais dit oui sur ce patient qui avait déjà été opéré, qui vient de Singapour. 2 jours avant, j'ai appelé Michel parce que je commençais un peu à stresser. Et en fait, lui, je l'ai traité une première fois avec 3 fibres et je le réopère là, dans 15 jours pour terminer parce qu'en fait, il avait un cathéter endokystique qui m'a empêché de faire une trajectoire ici, donc il reste connecté là. Mais on bascule enfin, on revient aux techniques ablatives avec le Visualize, c'est-à-dire que les techniques de déconnexion des amartomes avaient été développées via l'endoscopie pour justement minimiser comment dire, les conséquences fonctionnelles. Mais là, on revient à de l'ablation finalement et qui vont largement faciliter le suivi de ces patients. Autre exemple, ça c'est ce que permet justement, est-ce que je suis très demandeur de ces fibres laser associées au SEEG. Ce que vous voyez là, on est sur un patient qui a une exploration assez large, on était sur une IRM négative, et finalement, on a un pattern typique de dysplasie corticale focale avec des points pseudo-continus, des crises qui démarrent là et qui restent très focales, cingulum postérieur. Pour y aller, il faut passer par le lobule paracentral, donc écarter la région motrice. C'est tout petit, et finalement, on a proposé un lit à ce patient, qui est l'île de crise, et c'est pour nous phénoménal, ça change complètement la donne de les opérer comme ça. Par rapport à la thermocoagulation classique, je pense qu'il faut arrêter de les faire personnellement, mais ma neurologue pousse pour qu'on continue, mais je déteste faire quelque chose où on ne voit pas ce qu'on fait et surtout sur lequel on a aussi peu de bons résultats. C'est 23% de patients guéris après une thermocoagulation sous SEEG. On est à 65% dans le cadre du LIT. C'est le jour et la nuit et je pense qu'on ne peut considérer maintenant que comme un test diagnostique
les radiofréquences. Et je pense qu'on ne peut pas considérer une lésion, enfin une technique ablative comme un test diagnostique. C'est pour ça que je me refuse à faire des radiofréquences à Necker. Quelques mots sur les tumeurs et j'aurai assez rapidement terminé. Il y a assez peu de données dans la littérature sur les lésions de bas grade pédiatrique. Quand vous voyez la distribution de l'intervalle de confiance ici, vous vous doutez que l'étude est mauvaise et qu'il y a énormément de perdus de vue. C'est le cas quand on lit le papier. Ça a toute la beauté d'une étude multicentrique prospective, mais toute sa laideur dans ce qui concerne le perdu de vue. Euh, il y a très très peu de données pour savoir un peu ce que ça va devenir. Il n'y a pas de follow-up radiologique également. On ne sait pas comment vont évoluer ces lésions. Est-ce qu'on va continuer à les voir? Est-ce qu'elles disparaissent? C'était un petit peu le challenge. Alors on s'est lancé sur le tronc cérébral. Alors on n'a pas commencé par ça, bien heureusement. Mais par contre, ça change vraiment la donne sur les tumeurs du tronc cérébral. Euh, alors voilà ce que ça donne. En tout cas, la lésion, elle doit disparaître, hein. C'est-à-dire que ces lésions-là, on ne doit plus les voir. Il doit y avoir une réduction majeure du volume et de la prise de contraste. C'est-à-dire que les tumeurs cérébrales, si elles sont toujours en place après un lead, c'est qu'on ne les a pas traitées correctement. Elles sont assez faciles à traiter quand elles ne sont pas dans le tronc cérébral parce qu'en fait, c'est des lésions qui ont un stroma tumoral, notamment les gangliogliomes, elles sont assez dures et ça crée une barrière anatomique à la diffusion thermique, ce qui fait que la chaleur, elle va rester dans le gangliogliome mais ça va pas diffuser autour, donc c'est facile à traiter et on va monter, nous, en température. Là, on va pas rester, nous, autour de 50-60 comme sur le fonctionnel. On monte autour de 70 pour avoir un vrai effet de nécrose tumorale. Mais il faut faire attention parce que les pilocytiques ne se comportent pas pareil. Les astrocytomes pilocytiques, ils n'ont pas de capsule, en fait. Et donc, c'est des lésions très spumeuses, très riches en plus, qui a un contenu hydrique et hématique qui est très différent. Et en fait, il faut qu'on arrive à modéliser la courbe de température parce qu'en fait, ça reste stable et d'un coup, ça monte. Et ce qui fait que c'est très difficile à traiter pour nous parce que, contrairement aux gangliolyome, aux dysplasies qui ont des patterns d'évolution thermique qui sont très stables et prévisibles, les astrocytomes pilocytiques, il y a un moment, en fait, là, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça chauffe et ça monte très vite. Et ça peut poser des problèmes parce que, je vais vous montrer après, dans le tronc cérébral, on ne peut pas se permettre ce genre de choses. Alors, on a traité trois patients avec une tumeur du tronc cérébral. Curieusement, c'est la plus grosse cohorte, je crois, de patients traités comme ça. On a vraiment besoin de données là-dessus. Nous, on a déposé une proposition de PHRC qui n'a pas été acceptée pour l'instant. On va leur soumettre l'an prochain. Vraiment sur ces patients, on les a tous opérés après plusieurs lignes de chimiothérapie et très probablement trop tard en fait parce qu'elles sont déjà grosses les lésions et ça met du challenge en fait sur la lésion parce que le tronc cérébral fait 20 mm de diamètre et la tumeur elle va obligatoirement grossir après le lit. Et donc on a forcément de la morbidité per-op. Néanmoins, les trois patients qu'on a traités, il y en a un sur lequel on a 20 mois de suivi et il est progression-free survival. Et les deux autres, là, on est à 5 mois. Lui, il va guérir. Elle, je suis pas sûr. Mais c'est ça le problème dans le tronc, c'est que Iris, qu'on a traité à un mois de l'Avastin, dans 5 semaines de l'Avastin, j'ai cru que je l'avais tuée en fait quand elle était à J2, elle s'est plus réveillée, elle a fait une semaine de coma, enfin coma vigile extubé, en fait parce qu'elle a nécrosé sa tumeur à J1 avec un œdème réactionnel. On avait prévu le coup en mettant une dérivation ventriculaire externe-bloc, mais en fait, c'est la compression du tronc cérébral qui a parlé. C'était extrêmement impressionnant. C'est la seule qu'on a gardée plus que 4 jours. En fait, tous les autres, on les a gardés entre 0 et 4 jours après ces chirurgies, mais elle est restée 21 jours. Néanmoins, elle a tout récupéré. C'est-à-dire qu'elle n'a aucun déficit fonctionnel, mais je ne vous cache pas que pendant 3 semaines, moi, j'ai pensé qu'on avait été trop loin sur la technique et qu'il fallait savoir se donner des limites et notamment un ratio entre le volume tumoral et le volume de la structure d'accueil. Complications, voilà, je vous ai dit en toute honnêteté, nous, on a eu des complications, en tout cas à Necker. On a eu des nécroses centro-tumorales chez ces patients et sur l'épilocytique, compliquées d'hypertension intracrânienne, mais qu'on avait prévenu, ce qui fait qu'on n'a pas eu de catastrophe. Euh, mais c'est un outil qui est extrêmement puissant. C'est pour ça que quand vous parliez de mini-invasif, je déteste ce terme également. C'est un outil qui peut, à tort, faire penser que ça n'est pas invasif, mais on peut tuer un malade, enfin en tout cas, on peut tuer sa conscience euh, en lui brûlant le tronc cérébral, et il faut vraiment l'avoir en tête. Donc pour moi, c'est pas une chirurgie mini-invasive, c'est une chirurgie de résection sans craniotomie. C'est efficace et sûr. Il y a vraiment des considérations techniques et une courbe d'apprentissage. Il faut pas se lancer sur n'importe quoi du premier coup. Et quand j'entends les centres qui disent qu'ils veulent l'avoir juste pour les amartomies hypothalamiques, ça me fait très peur parce que je pense qu'on va avoir des problèmes si ce ne sont pas les centres référents qui se lancent et qui, d'emblée, vous voyez, font des lésions qui sont dans un environnement fonctionnel à risque, parce que le fait de ne pas ouvrir la tête donne un sentiment d'impunité aux chirurgiens qu'on ne devrait pas avoir.
Il y a des considérations économiques importantes que vous avez évoquées parce qu'il y a un temps d'occupation machine à l'IRM qui est loin d'être négligeable. Et je pense que les chirurgiens ne sont pas faits pour opérer à l'IRM. Ma conviction personnelle, c'est que l'IRM doit venir au bloc. Et ça doit être étudié à l'échelle nationale. C'est-à-dire que si on choisit, vous voyez, une dizaine de centres experts, il va falloir équiper les blocs d'IRM pour qu'on opère dans des conditions qui sont les conditions du chirurgien. Et un chirurgien, il n'opère pas dans une IRM de manière naturelle. On est hors sol et on est fait pour opérer au bloc opératoire. Dernier mot, c'est que je voudrais remercier, en fait, parce que tout ça, nous, on l'a fait sans PHRC, sans rien, par la bonne volonté du public et surtout le soutien de notre direction. Je trouve qu'on entend trop actuellement des hôpitaux qui se plaignent de leur direction et de leur rapport. Moi, je remercie particulièrement Madame Vilailec, ma directrice, qui a porté ce projet avec nous et grâce à la cellule mécénat, on a levé plus de 400 000 euros. Je remercie énormément l'entreprise Primonial Reims et notamment Sébastien Roch, qui est le skipper du Multi 50 Primonial. Et vous voyez ici, il y a écrit Hôpital Necker parce qu'il nous accompagne au long cours. Et là, on va équiper nos chambres de jeux vidéo grâce à eux parce que c'est des investissements quand même de 300 000 euros tous les 10 ans, vous voyez, sur ce genre de choses. Et puis, des associations de patients. Il y a des parents qui nous ont dit, nous, on veut vous aider parce que vous allez changer la vie de notre enfant, c'est pas remboursé, c'est pas normal que la société, on paye. Et puis le Rotary Club d'Arpajon, puisqu'ils nous ont donné 35 000 euros et j'ai trouvé que c'était incroyablement généreux de leur part. Voilà, je vous remercie, j'ai dépassé et je m'en excuse. Merci beaucoup. C'est tout le problème du rapport du chirurgien avec la technique. Professeur Cornu, j'ai vu qu'il avait déjà pris le micro. Oui, oui. J'ai anticipé. Voilà, donc pour féliciter le professeur Blom, Thomas, enfin voilà, une excellente présentation. Je reconnais toute ta précision, ta méthodologie et vraiment des analyses après qui sont à la suite de l'intervention chirurgicale, de ce qui effectivement pourrait être amélioré et optimisé. Et je t'en félicite en tout cas. Voilà. Tout ce qui a été fait autour de cette nouvelle technique est formidable. Je suis persuadé qu'elle a un avenir futur qui progressivement va s'ouvrir sur les difficultés chirurgicales que nous reconnaissons malgré les expertises neurochirurgicales qui sont de très bonne qualité. Mais qui malheureusement font qu'il y a un organe qui est posé dessus et qui fait qu'on ne peut pas y toucher, sinon on peut avoir des conséquences négatif par rapport à un acte chirurgical sur des patients parfois qui ont une vie malgré tout au quotidien qui est encore satisfaisante, même s'ils sont perturbés par un certain nombre de choses. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous les trois vraiment de vous être associés pour cette présentation et nous donner les beaux résultats que vous venez de nous présenter. Merci. Le président du Haut Conseil de la nomenclature est intarissable. Moi, je ne suis pas intarissable, mais comme j'essaie d'être pragmatique et que je vois les lenteurs, je rappelle que les PHRC, il y en a les 2 tiers qui ne sont jamais commencés. Et donc, je ne te conseille pas de commencer par un PHRC. Ce que je veux dire, c'est que là, par exemple, dans l'exemple, la question que je voulais poser, c'était à propos de l'IRM dans les blocs opératoires. En t'entendant, manifestement, bon, je vous tutoie parce que vous êtes des chirurgiens et moi aussi, manifestement, il faut que ces interventions-là soient faites avec des IRM dans les blocs opératoires. Bon, mais chacun conclut comme ça, mais ça avance pas plus. Donc, je pense qu'il faut qu'au niveau de l'Académie de chirurgie, on organise une réunion avec les 2 ou 3 spécialités qui manifestement nécessitent des IRM dans les blocs opératoires pour voir comment on peut. Bon, pendant 6 ans, je me suis occupé des blocs opératoires à l'AP et de certains hôpitaux. Il faut accélérer la manière dont ça fonctionne. Et donc, je pense que là, il y a 2 choses d'ailleurs. Il y a d'une part, pour les blocs opératoires, il faut que l'Académie de chirurgie aille à la pêche des gens et que vous nous fassiez connaître ceux pour lesquels vous pensez que c'est intéressant. Et la deuxième chose, c'est que ce genre de réunion montre, en tout cas pour moi au niveau du Conseil des nomenclatures, il est évident que pour tous les actes, soit les actes manquants, c'est-à-dire qu'on fait déjà mais qui ne sont pas dans la nomenclature, et les actes innovants, qui sont ceux qu'on démarre comme ceci, je pense qu'il faudrait que systématiquement on organise un système pour qu'il soit présenté à l'Académie de chirurgie assez rapidement, parce que d'abord ça permettrait d'inviter systématiquement les gens de l'AIS qui sont très proches de nous et qui permettraient. Et moi, dans le cadre du Haut Conseil, j'ai quand même 500 experts que j'ai organisés.
de faire venir systématiquement à l'académie ceux qui sont amenés ensuite à juger. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. Et on gagne du temps, je veux dire, plutôt que de lire des papiers dont la moitié sont achetés, c'est plus efficace d'entendre et de voir ce qui se passe. Donc félicitations, mais je pense pour l'IRM au bloc, c'est un sujet à mettre rapidement. Merci. Alors, je ne sais pas, de loin, c'est le professeur Benamou ou le docteur Marc qui vous parlait? Professeur Benamou. Albert Claude. Bon. D'abord, merci et bravo pour votre présentation. En l'occurrence, je reprends un peu ce que vient de dire François Richard, mais vous savez, l'Académie et l'Agence pour l'innovation en santé a décidé aux dernières rencontres Chirurgie 4.0 de créer l'Observatoire national pour l'accès précoce aux innovations chirurgicales et interventionnelles. Donc, on peut, parmi les cas d'usage que l'on est en mesure de présenter, de soutenir, votre travail mériterait tout à fait d'entrer dans cette catégorie. Et donc, on est là pour vous y aider. Donc, l'Observatoire est en démarrage, puisque ça a été décidé au mois de décembre dernier, ici, et que voilà, il faut proposer à l'AIS, qui est un peu notre marraine avec au comité de la nomenclature, d'entrer dans un processus où on pourrait vous faciliter la tâche pour accélérer finalement l'intégration dans une nomenclature éventuellement transitoire, afin de donner un vrai statut à ces évolutions. Donc c'est ça qui est important. Évidemment, derrière, ça n'exclut pas qu'il y aura le freinage systémique de la Haute Autorité de Santé et de la NSM, qui sont des instances de régulation de normes qui sont obligatoires, bien sûr, qui sont là pour la sécurité des patients et l'analyse fine de ce que ça va induire sur le plan à la fois des risques, mais également économiques, etc. Donc voilà, c'est un équilibre entre l'accélération et le nécessaire contrôle qu'il faut trouver au sein de l'administration, voilà, dans le maquis qu'on connaît bien, qui est souvent difficile, et il faut se mettre ensemble, et peut-être l'académie peut devenir un peu un des éléments d'accélération. Voilà, c'est un peu l'espoir qu'on porte au sein de l'académie. Et j'ajouterais doté de 7 milliards d'euros quand même, au passage. Oui, l'AIS a un budget assez considérable, mais évidemment, il est très vite distribué sur toutes sortes de demandes qui sont... Donc, mais il faut être là, avec l'arme au pied pour prendre place et s'inscrire dans les processus, en sachant qu'on a un accueil très, très favorisé et favorisant de l'AIS. Professeur Lefranc. Moi, je voulais juste rebondir sur l'IRM opératoire. C'est un sujet extrêmement important, et un peu comme on a eu pour les scanners de bloc, l'imagerie 3D, où en réalité, ce n'est pas le même scanner quand c'est les CBCT. Là, aujourd'hui, on voit émerger des technologies qui sont adaptées au bloc opératoire sur du bas champ, en fait, hein, mais qui sont plus... et qui se révéleraient extrêmement pertinentes dans nos prises en charge. Crâne, mais aussi foie, chirurgie ligamentaire. Et donc, ouais, ça, c'est des choses sur lesquelles on pourrait compter sur nous pour nourrir la réflexion avec une vision médico-économique intéressante. Surtout qu'en fait, c'est vrai que l'on présente une technique ablative, mais dans les années qui viennent également, tout ce qui est l'enjeu du drug delivery, en fait, c'est apporter le médicament dans le cerveau directement et très d'actualité, tant pour les chimiothérapies in situ que pour finalement les thérapies vectorielles, hein, avec la thérapie génique. Donc, et encore une fois, ne pas voir ce qu'on fait en chirurgie, je pense, est une erreur. Donc c'est un enjeu pour nous. Merci beaucoup. Dr. Rosenbaum. Désolé, je n'avais pas vu. Une question encore courte. Par rapport à la planification, quand vous avez une tumeur, comment décidez-vous si vous allez le faire en chirurgie ouverte, entre guillemets,
ou si vous allez passer une sonde, première chose. Et puis deuxième élément par rapport aux algorithmes qui vous permettent de définir la surface traitée. J'ai vu qu'il n'y avait pas tant de cas que ça qui avaient été traités au travers le monde. Est-ce que ces algorithmes qui définissent la surface traitée sont-ils assez précis justement pour vous apporter la réponse à vos questions, notamment sur la durée du traitement? En fait, là, actuellement, il n'y a pas d'algorithme, hein. C'est-à-dire qu'on fait du contourage manuel, hein, sur l'IRM. C'est-à-dire qu'on va contourer, vous voyez, le volume, acquérir une forme. Et le principe, ça va être de prendre le plus grand diamètre, vous voyez, pour couvrir le maximum de lésions. Ça, c'est une première approche. Vous dites, on va essayer d'utiliser une seule fibre et donc d'avoir un volume de diffusion thermique le plus important. L'autre, après, vous allez voir quelle structure fonctionnelle vous traversez, etc., pour évidemment éviter de rentrer dans des régions où si on a une complication vasculaire, des type hématome ou autre, vous auriez un problème. Après, l'autre approche, ça va être de faire du multifibre. Et je pense il vaut mieux développer des approches en fibres multiples si on a un volume un petit peu plus important pour ne pas élever la température de manière inconsidérée pour couvrir le volume. Il vaut mieux, vous voyez, faire plusieurs trajectoires convergentes qui vont englober l'ensemble de la lésion, mais en prenant à chaque fois en compte la distribution thermique avec le plus grand diamètre et l'environnement anatomique et vasculaire. Mais c'est manuel. Docteur Cofinal. Ah non, pardon, excuse-moi. Ben, écoutez, on remercie beaucoup le professeur Blom pour cette brillante présentation.